La KFOR, elle est déployée depuis 1999 au Kosovo, plus jeune État européen des Balkans. Au début, il y avait des dizaines de milliers d'hommes. Aujourd'hui, on décompte 4500 personnels, 32 pays de l'Alliance et des pays partenaires, dont la Suisse. Bonsoir Alexandre Vautravers. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez assuré de hautes fonctions au sein de la KFOR. Ça vient tout juste de se terminer. Et vous êtes le premier Suisse à avoir été promu à un rang aussi élevé. Alors, vous vous occupiez de la logistique notamment. Tout ce qui concerne la logistique, la mobilité stratégique, c'est-à-dire que beaucoup de ces unités dont vous parlez viennent, passent un certain temps au Kosovo et ensuite repartent. Donc l'orchestration de toute cette génération de forces, et puis tout ce qui concerne la construction, le génie et le déminage au Kosovo. Donc beaucoup d'actions à votre actif. J'ai envie de vous poser une question un peu provocante. 26 ans après sa création, pourquoi la KFOR est toujours présente ? Alors, elle est toujours présente parce que la résolution du Conseil de sécurité 1244 de 1999 est toujours en vigueur. Et en fait, aujourd'hui, la paralysie du Conseil de sécurité, avec 5 membres permanents qui ont tous le droit de veto, fait qu'on ne peut pas changer cette résolution de l'ONU 1244. C'est administratif donc ? C'est plus qu'administratif, c'est très politique, c'est-à-dire que si aujourd'hui l'OTAN décidait ou un certain nombre de pays décidaient on se retire, eh bien d'autres pays, je vous laisse imaginer lequel ou lesquels, eh bien évidemment viendraient et utiliseraient cette résolution pour s'implanter au Kosovo. Bon, on va tout de suite dire les choses. Cet autre pays, c'est la Russie, au travers de la Serbie. C'est ça qui pourrait jouer en ce moment, c'est ces inquiétudes que vous avez eues au sein de la KFOR ? Vous le savez, si vous revenez un petit peu dans l'histoire, en 99, la Russie, sans aucune coordination avec d'autres forces armées, a décidé unilatéralement qu'elle allait assurer le maintien de la paix au Kosovo, et donc a dépêché un bataillon de parachutistes qui a roulé 300 km pendant la nuit et qui s'est saisi de l'aérodrome de Zlatina, que j'ai commandé pendant 6 mois. D'où après donc la mise en place de cette KFOR pour apaiser la situation sur place. On rappelle juste aussi les liens entre la Suisse et le Kosovo, parce que je le rappelais, vous êtes le premier Suisse qui a été nommé à ce poste. 160 000 à 250 000 personnes d'origine kosovare qui vivent en Suisse. C'est l'une des plus grandes diasporas, je crois, de kosovare au monde. Est-ce que ça a facilité votre travail ? Comment vous l'avez perçu ? Oui, les liens entre la Suisse et le Kosovo sont extrêmement denses. Je peux vous citer quelques chiffres. 20% du PIB du Kosovo viennent des remittances, c'est-à-dire l'argent qui est économisé et qui est envoyé par les familles, par les descendants des réfugiés qui se trouvent actuellement en Suisse. Donc c'est tout à fait considérable. Et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois la présidente du Kosovo, Madame Osmani, qui était d'ailleurs à Berne il y a quelques jours seulement. Il faut savoir qu'elle-même a été réfugiée en Suisse. Donc, ce qui explique aussi ces liens très forts entre les deux pays. La Suisse qui a reconnu l'indépendance du Kosovo le 27 février 2008, peu après cette déclaration. Tous les pays n'ont pas fait, ce qui pose quelques soucis. Alors, on va peut-être regarder cette carte, parce que c'est vrai qu'on parle du Kosovo, des Balkans, mais c'est vraiment un tout petit pays. C'est vrai que c'est 10 908 km², je crois, si je ne me trompe pas. Donc, un petit pays avec une mosaïque d'Albanais, Serbes, Kosovars, et la Serbie qui est, surtout dans le nord, est extrêmement présente et qui peut être source de tension. Alors c'est intéressant, j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus, mais on va écouter, effectivement, il y a eu un regain de tension en novembre dernier, vous étiez en place, et c'était lié à un canal qui a explosé. On va voir quelques images, et surtout on va écouter comment le Premier ministre kosovar a dénoncé un acte terroriste et la réponse de Belgrade. On écoute. Des organisations professionnelles spécialisées dans ce type d'attaques terroristes sont derrière tout cela. La Serbie est la seule entité ayant la capacité, les moyens et l'intérêt de commettre de tels actes. Je réfute de manière la plus ferme les accusations mensongères de Kurti et de Zvečla, que Belgrade ait participé d'une quelconque façon à cet incident grave. Donc voilà, c'est ce type d'incident. Est-ce qu'on pourrait même parler de guerre hybride qui peut mobiliser la KFOR ?
Oui, le commandant de la KFOR a prononcé ce mot-là en octobre de l'année dernière, guerre hybride, et il faut comprendre en fait l'adversaire ou les mécanismes de différents groupements comme étant concertés, c'est-à-dire c'est un ensemble d'adversaires auxquels on fait face, c'est-à-dire la criminalité organisée, l'influence extérieure, tout ceci fait partie d'un système. Oui, un système. En mai dernier, c'est la police du Kosovo qui a perquisitionné et même bouclé un bâtiment dans le nord du pays où la Serbie organisait, selon la police, un système parallèle de gestion de l'eau. Donc ça va jusque-là, c'est-à-dire gestion de l'eau, explosion d'un canal. Tous les moyens sont bons pour déstabiliser. C'est très compliqué. Pour faire simple, il y a toujours eu des structures parallèles, c'est-à-dire certaines structures dans certaines régions, dans certaines communes, dans certains cantons, sont gérées traditionnellement par, disons, le successeur de la République fédérale de Yougoslavie, c'est-à-dire essentiellement des organisations dirigées, menées, financées par des Serbes. Et puis bien sûr, vous avez les autorités du Kosovo qui ont mis en place leur propre administration. Et donc vous avez ces frictions qui sont permanentes. Et ces dernières années, le gouvernement du Kosovo ou les institutions du Kosovo ont eu la main lourde pour fermer petit à petit toutes ces structures. Mais vous étiez toujours sur le qui-vive au sein de la KFOR pour voilà, sentir qu'il pouvait y avoir des tensions, que ça ne dégénère pas. Quel est votre rôle exactement ? Bon, je pense qu'il y a une insécurité qui est permanente dans le sens où le moindre petit incident, même la rumeur d'un accident, peut dégénérer assez rapidement et provoquer des heurts. Ça a été le cas au printemps de 2023, lorsque de relativement petits incidents ont dégénéré et à la fin, la KFOR qui s'est retrouvée entre les forces en présence a eu 98 blessés. 98 blessés quand même, mais c'est vrai qu'il faut montrer qu'on est là, mais après j'imagine que votre marge d'action est laquelle ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus se substituer à la police, si ? Non, la marge d'action, elle est compliquée. Elle est compliquée parce que vous n'avez pas véritablement une collaboration ou même une bienveillance des institutions du Kosovo. On peut dire que pendant les 25 premières années, je schématise, mais pendant les 25 premières années, ces institutions du Kosovo étaient contentes d'avoir la force du Kosovo, la KFOR, sur place, parce que ça garantissait une certaine sécurité. Depuis que une certaine personnalité politique est venue au pouvoir avec un slogan beaucoup plus nationaliste, beaucoup plus identitaire, eh bien la force du Kosovo est en fait un frein vers cette reconnaissance de l'indépendance. D'accord, donc de critiques qu'il faut effectivement affronter. On va revenir sur la Serbie, on l'évoque depuis tout à l'heure, le rôle de la Serbie qui n'a pas reconnu du tout le Kosovo, puisqu'elle aimerait rallier le Kosovo avec elle. Il y a une grande tension en ce moment en Serbie, avec beaucoup de manifestations, des heurts le week-end dernier, et des symboles contre l'indépendance du Kosovo ont été brandis au sein de ces manifestations de l'opposition, des slogans pro-russes aussi. Là aussi, on imagine que la KFOR suit ça de très près. Absolument. Donc même la question des graffitis qui apparaissent de temps en temps dans les villes du nord du Kosovo, c'est quelque chose que l'on suivait de très près parce que ça indique la présence, la désinformation russe est omniprésente dans toute cette région, beaucoup en Serbie et un peu aussi au Kosovo. Alors ce qui protège le Kosovo, c'est quand même la base militaire américaine qui est présente. C'est un des points d'ancrage clés de l'OTAN en Europe. Quel est le rôle effectivement là du Kosovo pour les Occidentaux ? Est-ce que c'est aussi pour ça que la KFOR reste, c'est-à-dire qu'il y a un rôle de pivot ? C'est un rôle de pivot. Le Kosovo a une autoroute qui va du nord au sud. Il y a fort à parier que cette autoroute ne va jamais être complétée pour permettre le transport, le transit jusqu'à Belgrade. En tout cas, pas dans la situation politique actuelle. Mais c'est vrai qu'il y a de grands projets d'infrastructure nord-sud et puis est-ouest. C'est évidemment très très important pour l'OTAN. Il y a un certain nombre de ports en Albanie. Il y a un certain nombre d'axes de
communication qui sont en train d'être élaborés, construits, développés et qui permettent bien sûr le renforcement des forces de l'OTAN qui se trouvent aujourd'hui, par exemple, en Roumanie. Donc c'est un carrefour qui est très très important. Un carrefour très important, et vous avez été rédacteur en chef, vous l'êtes, de la revue militaire suisse, donc c'est à l'expert aussi militaire que je m'adresse là. On a vu ces images de l'offensive majeure menée hier contre Kiev. Là, on sent que la Russie donne tout, en fait. Elle veut Kiev, c'est le but de Vladimir Poutine. Je pense que la tactique actuelle de la Russie, c'est de mettre la pression la plus forte possible sur les autorités ukrainiennes. Étant donné que sur le front, les forces russes marquent le pas, eh bien, on vise la capitale de manière à ébranler, de manière à maintenir cette pression très très forte. Ce qu'on voit aussi, c'est 500 et quelques drones qui ont été utilisés pour ces frappes nocturnes. Ce chiffre ne dit peut-être pas grand-chose aux téléspectateurs, mais les images sont quand même impressionnantes. La toute première attaque, l'attaque initiale contre Kiev, donc le 22 février 2022, 24 février 2022, c'était à peu près 180 missiles ou drones qui ont été lancés contre la capitale. Donc ça vous donne cet ordre de grandeur. Et effectivement, la Russie souhaite absolument maintenir la pression contre les autorités ukrainiennes. Effectivement, Kiev a expliqué que c'était la plus importante, la plus massive attaque depuis le début de la guerre. Ça ne fonctionne pas, la diplomatie. Donald Trump l'a reconnu lui-même. C'est la première fois qu'il reconnaît ainsi que parler à Vladimir Poutine, ça ne fonctionne pas. Vous y croyez, vous, à cette diplomatie ? Bon, à un moment ou à un autre, tout le monde est absolument clair là-dessus. Il faudra signer quelque chose, il faudra trouver des accords, il faudra des garanties de sécurité. Donc non, je peux pas dire que la diplomatie n'a aucune chance, mais bien sûr, à l'heure actuelle, ponctuellement, temporairement, il y a une volonté, il y a une perception des uns et des autres qu'il est possible de gagner encore quelque chose. Et dans ce contexte-là, c'est assez difficile de venir expliquer qu'on va se mettre d'accord autour d'une table. Et j'abuse, mais une toute dernière question. On parle de l'été de tous les dangers pour Kiev. C'est votre analyse ? Oui, si effectivement les États-Unis se désengagent, c'est-à-dire ne fournissent plus d'armement, ce qu'ils ont commencé à faire. Voilà, mais tout n'est pas absolument perdu parce que cette aide américaine, elle a lieu en deux temps. Il y a dans un premier temps l'autorisation pour l'Ukraine de recevoir du matériel de guerre américain, et ça, personne ne le remet en cause. Par exemple, Washington a autorisé Kiev, donc l'Ukraine, à recevoir des F-16, des Patriots, enfin toute une série de systèmes militaires. Ces systèmes, ces moyens, ces armes pourraient être fournis par d'autres pays. Donc le vrai enjeu, la vraie question aujourd'hui, c'est qui serait en mesure de fournir ou de remplacer ce matériel de guerre américain qui n'est plus fourni par Washington. Alexandre Vautravers, merci d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir présenté notamment plus en détail la KFOR. Merci encore d'avoir été l'invité du Grand Angle. Merci à vous.